Je vous souhaite donc la bienvenue dans cette 5e édition des Rencontres Lafayette. Donc nous allons réfléchir tous ensemble sur l'essence de l'humain. Cette vieille interrogation qu'on avait classée dans les différents courants de pensée scientifiques, philosophiques, religieux ou métaphysiques, et que l'on pensait pour définitivement classés, voici qu'elle retrouve aujourd'hui une véritable actualité. Voici qu'aujourd'hui on est contraint de devoir explorer les nouvelles frontières de l'humain. L'homme est de plus en plus présenté à nos intelligences comme un animal comme les autres, parmi les autres, et par voie de, je ne sais pas, sur le plan moral au moins, l'animal a tendance à devenir une espèce d'homme comme les autres. Enfin bref. Mais c'est surtout les récents développements de la biologie, l'accélération technoscientifique, les avancées de l'intelligence artificielle qui viennent brouiller davantage encore tous nos repères. Et nous, pauvres francs-maçons, qui nous obstinons toujours à faire vivre notre conception humaniste d'un homme essentiellement humain, toujours inaccompli et perfectible sur le mode initiatique, eh bien, nous nous sentons tout particulièrement concernés par ce questionnement si prodigieusement renouvelé aujourd'hui. L'essence de l'humain se résoudrait-elle alors dans le culturalisme? N'y aurait-il pas un propre de l'homme? La philosophie n'aura pas cessé de chercher des réponses universelles à cette question, comme pour lever l'énigme qui la porte, conjurer l'inquiétude qu'elle nourrit, universaliser la diversité des existences humaines qui la soutient, et même si ces réponses ont évolué, voire nous semblent aujourd'hui dépassées, en raison des progrès de la science, nous n'en avons jamais tout à fait fini avec la présence de cette question dans la philosophie, la religion ou la vie, et j'ajouterai ce soir la vie maçonnique. Car s'il y a un trait commun à tous les maçons, c'est bien la présence des outils dans ce lieu appelé une loge et que l'on associe souvent à un atelier. Certes, ces outils sont aussi et surtout des symboles. Mais justement, ils n'en témoignent pas moins de la présence, à l'arrière-plan de la maçonnerie spéculative, de la vieille maçonnerie opérative et du lien obscur, immémorial, secret, qui attache la techné et le logos, les outils et les symboles. Sartre renversera la perspective et finira par dire que l'essence de l'homme peut être une oppression, ce qui le conduira à formuler l'idée que l'existence de l'homme précède l'essence. Entre conservatoire et laboratoire, se tient l'être humain et peut-être son essence. Comme d'ailleurs les œuvres de l'art, ces objets que nous ne pourrons jamais totalement comprendre ou arraisonner, fragiles, différents, métaphysiques. Ensuite, c'est une notion qui me paraît personnellement dangereuse parce qu'on peut toujours être tenté de la décliner à l'infini. Ainsi, pourquoi pas une essence masculine et une essence féminine? Il faudra les hiérarchiser après. Pourquoi pas une essence pour les habitants de chaque pays, l'art d'être français par exemple? Pourquoi pas une essence particulière à certaines familles qui auraient le sang plus bleu que d'autres? Et on peut également se poser la question, est-ce que les premiers de cordée sont de la même essence que les gens de rien? À lire certains journaux, c'est une opinion que certains ont. Donc, la notion de sens prise dans ce sens pourrait bien servir à un jeu identitaire, c'est-à-dire la recherche d'une pureté qui naturellement ne sera jamais atteinte et qui n'en finirait jamais d'exclure.
Cette notion qui me paraît quand même assez délicate vis-à-vis du symbole de l'édification du temple d'une humanité harmonieuse. Alors toujours sur cet axe, maintenant, mais de l'autre côté, vers la machine, nous assistons, Christophe Abbas le développe très bien, à un double mouvement, à une mécanisation des humains, une humanisation des machines. Vers la machine, par exemple, il y a le domaine des soins, les implants. Les implants divers, les prothèses sensorielles qui contiennent de plus en plus d'intelligence artificielle. Dans ces cas-là, les apports techniques ne changent pas les états mentaux des utilisateurs, à part la joie qu'ils peuvent ressentir à être en meilleure santé. Mais en revanche, si le couplage du système nerveux humain et de la machine était susceptible de modifier la conscience d'un individu, ce serait nettement plus grave. Surtout si l'ordinateur était connecté à Internet, vous imaginez. Alors, je ne ferai l'injure ni aux conférenciers que nous venons d'entendre, ni à vous, cher public, de prétendre résumer ou donner un angle, j'allais dire, péremptoire sur ce que nous venons d'entendre. On y voit poindre effectivement vraiment le germe d'un dialogue, et c'est le but de ces rencontres, et puis la réaffirmation de différences. Moi, ce que j'ai retenu personnellement, c'est cette idée d'homme en perpétuelle inadéquation avec lui-même, qui n'est jamais satisfait de la définition qu'il se donne de lui, de la façon dont il se regarde, dont il se représente. Et cette idée aussi qu'il corrèle, en quelque sorte, avec, qu'il relie en tout cas, avec la différence qu'il fait entre, je dirais, ce qu'il a appelé le conservatoire et le laboratoire, entre ce qui est du registre de la répétition, ce qui est du registre de l'autonomie automatique, et puis ce qui est du registre du franchissement des limites pour sortir de soi. Je ne sais pas ce qu'est le présent. Pour la simple raison que mes sens sont toujours en retard. Je vous vois en retard. Je vous entends et vous m'entendez en retard. Il n'y a pas de présent. Nous ne sommes que des reconstructions de nous-mêmes, par nos mémoires, nos cartographies que nous appelons en permanence dans nos cerveaux pour reconstruire le monde. J'ai mon monde, vous avez le vôtre, aucun n'est semblable. Et les couleurs n'existent pas. L'univers n'est pas colorié, le rouge, le bleu de ce ciel n'existait pas. Nous les inventons. Donc nous sommes tous différents. Nous sommes des personnes. Il n'y a pas d'être humain, il n'y a pas en gros d'humanité. Nous sommes des personnes. Aucune n'est semblable. Alors que quand on regarde et qu'on compare les robots, ils sont tous semblables, incapables d'être, je dirais, d'avoir cette autonomie que nous avons. Nous transformons régulièrement. Nous sommes à la fois des permanents dans nos êtres, depuis la naissance jusqu'à la mort, et nous sommes des variants permanents. Donc c'est très compliqué si on veut regarder quelle est notre essence. Et aujourd'hui, nous nous trouvons confrontés à l'émergence de l'intelligence artificielle et de la robotique qui nous pose la question, et vous avez eu raison ce soir d'évoquer ce thème, nous pose la question de nous-mêmes. Et on pourrait se faire peur. Parce qu'effectivement, ces machines ont une puissance de calcul absolument phénoménale, contre laquelle personne d'entre nous ne peut lutter, mais elles sont bêtes comme leurs pieds. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est Andrew Moore, le vice-président de Google, qui reconnaît la bêtise de l'intelligence artificielle. Pardonnez-moi, elle calcule, elle ne raisonne pas, elle n'a aucune émotion, et je ne crois aucun des prophéties à la Ray Kurzweil qui vous dit qu'en 2045, les machines auront de l'émotion. Moi, j'attends effectivement qu'un robot vienne m'embrasser quand je pleure, ou vienne me raconter une histoire salace et qui me fasse éclater de rire. Eh bien non, on ne sait pas demain la veille qu'on les aura, ceux-là. Il est important de comprendre que ces machines qui vont nous parler vont avoir une influence sur nous et vont tenter de nous manipuler pour différents objectifs. C'est juste pour vous dire, ces machines, quand elles vous parlent, elles font des représentations internes qui peuvent être assez bizarres, des profils, et ça, il n'y a pas du tout de régulation là-dessus. Est-ce qu'on a envie de machines qui nous donnent des ordres, nous proposent des choses, comment on va négocier avec elles, et à quel point les machines vont nous manipuler? Alors, nous manipuler pour notre santé, notre bien-être, ou plus. C'est ça mon propos. On anthropomorphise ces machines, c'est-à-dire qu'on projette dessus des capacités qu'elles n'ont pas. J'ai écrit ce livre pour une large audience, des robots et des âmes, et j'ai eu dans le courrier des lecteurs une femme qui me disait, j'ai un robot aspirateur, parce que dans les foyers, ils ont plutôt des robots aspirateurs, pour l'instant, autonomes, c'est-à-dire ils vont se recharger tout seuls, c'est tout, le niveau d'autonomie est là, et elle disait, voilà, le robot s'arrête au milieu de mon salon, mais que pense-t-il? Ah ben non,
c'est pas possible, ne pense pas. Donc on a quand même un clivage dans la société entre ce qu'on comprend ou pas, suivant différentes situations. Je voudrais surtout exprimer notre satisfaction de ces rencontres. Elles ont 5 ans. Et pour nous, maçons, 5 ans, c'est un âge important. C'est l'âge du compagnon. Et le compagnon, il fait 5 voyages. Eh bien, nous avons fait 5 voyages. Nous savons tous que le premier voyage est celui d'où nous venons. Et c'est vrai que le premier thème a été la franc-maçonnerie et ses mythes. Je ne passerai pas tous les voyages. Le dernier était celui vers quoi nous allons. Et nous l'avons eu ce soir, sur l'essence de l'humain. Et je me disais à un moment donné, c'est pas le Grand Orient et c'est pas la Grande Loge nationale française qui va se confronter, ce sont nos intervenants qui étaient près de s'écharper sur ces positions-là. Vous nous avez fait évidemment réfléchir. C'est très, très important ce qui a été dit ce soir. C'est même des éléments fondamentaux. Il y aura une 6e conférence. Nous avons évidemment, avec Jean-Philippe, nous nous connaissons depuis 4 mois, mais il y a quelque chose de très important qui s'est noué, je dirais, dans les relations, dans les visions et dans les éléments. Chacun, évidemment, dans nos différences et dans nos certitudes de ce que nous sommes. Ça, il n'y a pas de souci pour ça, mais c'est important de démontrer une unité. Et il y a une unité, il n'y a pas d'uniformité, il y a une unité dans ce que nous avons. En tout cas, merci de votre présence et merci, conférencières et conférenciers, de vos interventions. C'est donc la 5e édition que je vais refermer ce soir, en pensant déjà à ce que pourra être, tu viens de le dire, mon très cher Jean-Pierre, la 6e édition l'année prochaine, si nous continuons donc à faire comme jusqu'à présent. La volonté qui a conduit la GLNF, c'est plus simple, et le GODF à construire ces rencontres Lafayette doit désormais s'étendre dans ce climat de détente et de fraternité retrouvée entre tous ceux qui n'aspirent pas au repos et travaillent à la recherche du centre de l'union. Très respectable, très cher frère Jean-Pierre, merci pour votre présence, merci pour cette belle collaboration et j'espère effectivement que nous continuerons, nous et nos successeurs, à tracer de belles pages d'histoire maçonnique ensemble. J'ai dit.